Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des sociologues au pays de l'Eldorado. Anne Barrère et Nathalie Montoya. Quel est donc ce pays, inconnu à tout le reste et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre? C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait de cette espèce. Voltaire, Candide, chapitre 17e. L'affaire est bien connue. Si l'éducation artistique et culturelle, qui vise à développer les pratiques culturelles et la présence des arts à l'école, fait l'objet de tant de plans de relance et de tant d'actions prioritaires, c'est que ses vertus ne seraient plus à discuter. Ainsi, à l'heure de publier ce livre, le président de la République évoquait-il la dimension essentielle, pour tel ou tel jeune, d'une porte qui s'ouvre sur un livre ou un musée. Cette porte, déclarait solennellement Emmanuel Macron au musée de Besançon le 16 novembre 2018 devant un parterre d'acteurs culturels et politiques, c'est l'ouverture vers un infini, une expérience du beau qui fait progresser, qui permet soi-même de s'élever et qui parfois permet d'éviter le pire. Mais l'on pourrait citer également le guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle, publié par le ministère de l'Éducation nationale en 2013 affirmant que le parcours d'éducation artistique et culturelle favorise la réussite scolaire des élèves ainsi que l'inclusion scolaire des publics en difficulté ou à besoins spécifiques, contribue à l'amélioration du cadre de vie scolaire, renforce la cohésion au sein de l'école ou de l'établissement par la mobilisation des élèves ainsi que par le travail des équipes pédagogiques, et facilite le dialogue et l'échange avec les parents d'élèves. Et si l'acronyme EAC, qui s'était imposé au cours des dernières années pour Éducation artistique et culturelle, tend aujourd'hui à être remplacé dans les déclarations ministérielles par l'expression Éducation artistique et sensorielle, nul ne pourrait douter d'une continuité des perspectives et des déclarations en la matière, le projet qui consiste à développer au sein de l'école, dans le temps scolaire et périscolaire, des activités artistiques menées en partenariat avec des artistes et des institutions culturelles, rassemble unanimement les suffrages des acteurs politiques, culturels et éducatifs de tous bords tant ces mérites sont infinis et peu discutés. Ils le sont d'autant moins qu'ils rejoignent d'autres évolutions du côté de l'école. Depuis la décentralisation mesurée des années 1980, les établissements scolaires du second degré ont pour interlocutrices les collectivités territoriales, des interlocuteurs qui ne se contentent pas de remplir leurs engagements financiers, mais entendent contribuer à la définition de politiques éducatives locales. De plus, les projets artistiques et culturels permettraient d'insuffler au sein de l'école des espaces de remédiation et de contribuer à l'égalité des chances, au développement de la culture générale et de la créativité, à l'amélioration de certaines performances scolaires et de la motivation. Ainsi, l'EAC s'intègre-t-elle parfaitement dans deux inflexions de l'école française, invité par les évaluations internationales à se regarder dans le miroir peu flatteur de résultats globaux moyens et d'inégalités sociales maintenues, voire croissantes. La première est une recherche curriculaire de savoir davantage en phase avec des pratiques sociales de référence, comme le montre l'essor de toutes les éducations à la citoyenneté, la sexualité, aux médias ou au développement durable. La deuxième est la tendance à déléguer à des dispositifs qui entourent la classe, un certain nombre de problèmes irrésolus par le fonctionnement ordinaire de l'institution, tels que le décrochage, les conduites violentes, l'accueil de certains publics migrants ou porteurs de handicap. L'éducation artistique et culturelle peut même être considérée comme l'exemple par excellence, voire le fleuron de ces tendances, et investie d'espoir d'autant plus important, que les problèmes qu'il pourrait résoudre se présentent comme larges et peu définis. Du côté des acteurs culturels, le développement de l'EAC viendrait réparer le péché originel relatif à la séparation institutionnelle de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture lors de la création de ce dernier. Instruit par les travaux de la sociologie critique dans les années 1960 et la relative stabilité des inégalités sociales d'accès aux équipements culturels, les acteurs culturels considèrent aujourd'hui, et depuis fort longtemps, qu'il n'est pas de démocratisation de la culture sans un important travail de médiation et d'éducation aux expériences esthétiques et culturelles. L'école offrant la possibilité de toucher l'ensemble d'une classe d'âge, à un moment où les publics sont suffisamment jeunes pour qu'il soit possible de les former durablement,
Le projet d'EAC ouvre à la démocratisation de la culture des territoires pleins de promesses. Les projets d'éducation artistique et culturelle seraient ainsi susceptibles de réaliser pleinement l'une des ambitions centrales des politiques culturelles, en ce qu'il permettrait à la fois de favoriser l'expérience des objets culturels et artistiques et de contribuer au développement de la citoyenneté et de l'intégration sociale. C'est sans doute justement la nature et l'ampleur de ces promesses, partagées par les acteurs de la culture et de l'éducation, qui expliquent la tendance fréquente, de l'aveu même des ministres, à tenir le projet d'éducation artistique et culturelle pour un serpent de mer, projet politique qui revient régulièrement à l'ordre du jour, mais dont l'avènement est sans cesse reporté, telle l'apparition d'une créature de légende dont l'existence n'a jamais été avérée. Plus que les clivages institutionnels qui séparent les acteurs culturels des acteurs éducatifs, plus que les problèmes organisationnels que sa généralisation ne manquerait pas de susciter, ce serait l'absence de moyens adéquats à une politique ambitieuse qui viendrait retarder l'avènement des nombreuses promesses portées par le projet d'éducation artistique et culturelle. L'avènement sans cesse reporté du projet d'EAC autorise ainsi toutes les projections sur ce que cette petite utopie éducative permettrait de résoudre à l'école comme dans le champ culturel. Eldorado de la démocratisation de la culture, horizon irénique de la réforme scolaire, l'éducation artistique et culturelle, cet éternel projet sans cesse remis au goût du jour est paré de toutes les vertus. Tandis que dans les prises de parole politiques et institutionnelles, l'on continue d'entretenir de beaux rêves sur toutes les failles de la réalité sociale que l'éducation artistique et culturelle pourrait combler, des élèves, des enseignants, des artistes font l'expérience de ces projets. Il arrive même que des chercheurs en sciences sociales les observent et les analysent. L'écart entre la tonalité unanimiste des discours institutionnels entourant le développement de l'éducation artistique et l'étonnante diversité des pratiques et des expériences de terrain s'offre en effet comme un terrain privilégié d'enquête et d'analyse pour les chercheurs en sciences sociales, qui aiment à supplanter les défauts de l'imagination et à apporter quelques nuances au tableau parfois naïf et monochrome des discours politiques. D'ailleurs, pour le citoyen et le responsable politique, l'existence d'un tel écart n'est pas sans risque, car si l'on prête au développement des projets artistiques et culturels à l'école des fins irréalistes, l'on risque de les accuser d'inefficience et d'inutilité, les pires travers que l'on puisse trouver en matière d'action publique, le jour où l'on réalisera que leurs réalisations sont partielles, limitées et surtout étroitement dépendantes des apostrophes. Un certain nombre de facteurs complexes, qui ne se laissent pas exposer en 2 mots. Ainsi l'EAC, après avoir été institutionnalisé comme un champ de l'action publique, au croisement des politiques éducatives et des politiques culturelles, est en passe de devenir un champ de recherche constitué pour les sciences sociales, à l'intersection d'une sociologie de l'éducation, de la culture et de l'enfance. Alors qu'il y a quelques années encore les textes disponibles sur l'éducation artistique et culturelle émanaient principalement d'acteurs engagés dans ce champ, et que l'on trouvait peu d'enquêtes sur les expériences liées à ces projets, aujourd'hui la littérature disponible sur l'EAC mêle à la fois des textes militants, des analyses issues de la science politique ou de la philosophie, des réflexions d'experts, d'innombrables rapports issus des apostrophes, études commandées par des acteurs publics, et de plus en plus d'articles et d'ouvrages de sociologie prenant au sérieux la constitution de l'EAC en objet de recherche. La journée d'études dont sont issus les textes présentés ici a eu pour ambition de contribuer à développer ce champ de recherche, en tentant de déconstruire les discours convenus sur l'EAC par des saisies empiriques d'expériences faites sur le terrain. Mais puisque, comme des sociologues n'ont pas manqué de le rappeler, les effets de ces actions sont loin d'être univoques, il ne s'agissait pas non plus de s'en tenir à un discours unanimement critique adressé à ces projets qui, à contrario, auraient été incapables de prendre en charge l'adhésion d'acteurs de terrain, sauf à supposer qu'ils prendraient tous pour argent comptant les discours enchantés des politiques publiques. Si certes, l'EAC n'opère pas comme par magie la conversion de toutes les mauvaises volontés culturelles, et si elle peine souvent à réparer le lien à l'école et au savoir, que fait-elle alors de suffisamment convaincant pour qu'une partie des enseignants n'hésite pas à s'y investir, eux qui parfois sont si las des multiples sollicitations aux projets et aux mouvements ? De la même façon que certains observateurs des politiques culturelles voulaient ne pas jeter l'enfant les politiques culturelles avec l'eau du bain, des critiques qu'on peut lui adresser,
La perspective de cet ouvrage a l'ambition d'offrir une perspective nouvelle et nuancée sur les projets d'EAC, instruite par l'enquête et au plus près de l'expérience des acteurs. Cette ambition, de plus, se voulait nourrie par les apports conjoints de plusieurs champs d'analyse, bénéficiant d'une rencontre scientifique autour d'un objet d'étude brouillant précisément certaines frontières. Telle a été en tout cas la conviction partagée par les deux sociologues qui ont mené à bien le projet, de la journée d'études au livre, l'une, Nathalie Montoya, étant spécialiste de la culture et l'autre, Anne Barrère, de l'école. Dans une première partie, 4 articles montrent comment les mythes de l'EAC sont saisis et travaillés par les sciences sociales. Alain Kerlan s'en prend d'abord au mythe de la nouveauté que constitueraient les politiques publiques en la matière, et remet l'art à l'école en perspective dans une histoire longue de l'éducation qui est aussi une histoire de la formation de l'individu, marquée par la figure du soi expressif, dont l'artiste est un idéal. Mais cette histoire est aussi celle de la critique artiste de l'éducation, pour reprendre les catégories de Luc Boltanski et Eve Chiapello, dont il fait la genèse avant de montrer comment l'EAC en est une modalité récente, d'ailleurs parfois combinée à une critique sociale des inégalités culturelles. Le positionnement inconfortable de l'EAC dans l'institution scolaire en fait non une utopie, mais une nécessaire hétérotopie, juxtaposition d'espace et de logique incompatibles dans un même lieu. Pour Alain Kerlan, cette hétérotopie est tout simplement une manière de repenser la démocratisation culturelle. Anne Barrère, se plaçant du strict point de vue de l'évolution de l'école, cherche à montrer, à partir d'enquêtes empiriques sur des projets artistiques en collège, la fragilité des vertus attribuées à l'EAC par les politiques publiques. Mais ce faisant, elle met en évidence d'autres vertus, plus cachées sans doute, car moins avouables, celle d'atténuer ou d'infléchir une organisation du temps, de l'espace scolaire et de la relation pédagogique par moments intenable pour les acteurs de l'école, mais aussi, de par la rencontre de ces contraintes avec les pratiques artistiques, celle d'inventer de nouveaux exercices capables de concilier l'expression de la singularité des élèves et le collectif de la classe faisant sens en dehors de l'évaluation. Ce serait donc, à la suivre, le déficit éducatif du système scolaire dans sa forme actuelle que l'EAC viendrait partiellement combler. C'est sur le plan du rôle professionnel des enseignants que Marie-Christine Le Floch prolonge la réflexion de l'intérieur de l'école, élémentaire cette fois, à partir de l'observation de la collaboration des enseignants et des artistes devant un même groupe d'élèves. L'angle original adopté ici est de s'intéresser à l'effet de la présence de l'artiste sur les styles d'intervention de l'enseignant, bousculant au passage le mythe, parfois sous-jacent à certains partenariats, d'une nette division du travail entre eux. Une typologie est proposée, montrant comment les variations du rôle professionnel de l'enseignant lors de projets dépendent de 2 grands facteurs. D'une part, de la manière dont le cadre scolaire est lui-même transformé, modalisé selon la catégorie goffmanienne, par les projets, et d'autre part de la distance au rôle, plus ou moins grande, qui caractérise l'enseignant de manière ordinaire. Des figures d'enseignants sont analysées, dont certaines empruntent à l'artiste sa faculté d'adaptation et son inventivité. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée principalement à l'analyse de l'expérience qu'ont les élèves des projets d'EAC. Notons que l'entreprise n'est pas si fréquente, dans un domaine saturé de complexités institutionnelles et politiques, qui focalise souvent l'analyse. Florence Eloi et Thomas Legon mettent en relief la disjonction de cette expérience et des objectifs officiellement poursuivis par 2 dispositifs d'EAC, lycéens au cinéma et le projet musical démo, tout en les comparant à des cours de musique ordinaires au collège. Ces analyses croisées vont permettre à la fois d'expliquer ce qu'ils appellent un brouillage des objectifs des dispositifs, favorisé par les jeux d'interaction entre médiateurs culturels et enseignants, et une réception souvent décalée de la part des élèves, qui les considèrent au travers des normes scolaires habituelles de l'école en matière de culture. Ces décalages peuvent susciter de véritables incompréhensions entre adultes, ou de la part des élèves issus des familles les moins dotées culturellement. Dans les cours de musique, ce sont les élèves des milieux culturels les plus dotés qui sont au contraire les plus critiques. Une telle comparaison, évidemment préoccupante au vu des justifications de l'EAC, a le mérite de mettre l'analyse des dispositifs dans le droit fil de ceux de la sociologie critique de l'école, alors même que cette dernière peut en fournir aussi un socle de justification. Géraldine Bozek approfondit la question de la réception dans l'espace scolaire,
de dispositifs qui pourtant sont d'autant plus appréciés qu'ils sont en rupture avec lui. À partir de l'étude de projets artistiques et culturels et de résidences d'artistes en Seine-Saint-Denis, elle montre que les artistes suscitent l'adhésion parce qu'ils se distinguent des enseignants par leur style d'intervention, et que les œuvres d'art sont d'autant plus attractives pour les élèves qu'elles paraissent en rupture avec les programmes. C'est aussi l'univers des pratiques et de l'activité qui est valorisé sur une écoute et une passivité, associées à l'école ordinaire. Malgré tout, ces contrastes montrent aussi précisément une dépendance de l'univers de l'école dans les appréciations des élèves, qui s'inquiètent parfois de l'utilité purement scolaire des projets, eux dont les goûts juvéniles sont en fait travaillés d'une manière assez similaire par les enseignants lors de propositions d'ouverture cognitive et esthétique. Anna Charbonneau et Séverine Desagents, partiellement à l'aide des mêmes matériaux d'enquête, travaillent précisément cet écart avec les cultures juvéniles, conditions de réception des propositions des dispositifs d'EAC. La valorisation du nouveau, de l'immédiatement étonnant, mais aussi des ambiances de groupe vécues lors des projets constituent bien des vecteurs d'adhésion, expliquant aussi leurs faiblesses lorsqu'ils ne sont pas au rendez-vous. L'obligation d'expression, ou l'assignation à tel ou tel goût culturel supposé à tort par les adultes font au contraire réticence ou résistance. L'EAC est en tout cas une scène de confrontation culturelle où les jeunes bricolent et braconnent, cherchant à concilier autonomie culturelle et ouverture sur les découvertes proposées par les projets. Nathalie Montoya interroge quant à elle la possibilité pour les sciences sociales de contribuer à une appréciation des effets de l'EAC sur les processus de démocratisation de la culture, ces derniers constituant l'un des ressorts majeurs de leur développement. L'article revient sur les nombreuses enquêtes quantitatives qui tentent d'apprécier les effets de l'EAC sur les compétences des élèves, et notamment les compétences scolaires, mais bute sur la difficulté de tenir un raisonnement toutes choses égales par ailleurs, dans un domaine où les singularités, de l'artiste, des formes créées, du partenariat, etc., sont de règle. Nathalie Montoya s'appuie sur l'explicitation d'une méthode d'enquête par entretien collectif avec les élèves, pour montrer qu'il est possible d'apprécier par des outils d'investigation sociologique, sinon l'ampleur, du moins les ressorts des transformations culturelles éventuellement amorcées par les projets d'EAC. Les résultats de ces enquêtes qui tendent à montrer que c'est avant tout la relation avec l'artiste qui peut engager de telles transformations, adressent une leçon de modestie à la manière dont les politiques culturelles ont investi le champ de l'éducation artistique et culturelle. Enfin, et pour conclure, Emmanuel Wallon parcourt à nouveau allégro vivace et avec beaucoup d'humour l'espace analytique de la journée, éclairant la production des mythes comme un effet collatéral des soupçons croisés auxquels l'EAC a dû faire face de la part des mondes de l'éducation et de l'art et de l'intense activité de justification qui entoure son existence. Mais ils sont aussi, pour Emmanuel Wallon, des sortes de cache-misère des hésitations pragmatiques devant les moyens à allouer à ces actions finalement modestes, dont la généralisation toujours différée est un signe. Ils sont enfin des manières pour les artistes intervenant dans l'école d'exister symboliquement face aux contradictions auxquelles les soumet l'institution, et de régénérer lorsqu'il le faut leur motivation. Quant aux malentendus, ils s'attardent sur le principal d'entre eux, celui qui ferait croire au caractère prévisible et maîtrisable de l'éveil d'un individu singulier à l'art, à son appréciation émotionnelle et sensorielle. Condamnée à un régime déclaratif, l'EAC commande ce dont elle ne sait jamais exactement si elle l'a permis, le plaisir esthétique. Bien des entreprises furent lancées au nom de la conquête de pays légendaires. Ainsi, sur le chemin d'un Eldorado dont il est peu probable et d'ailleurs peut-être peu souhaitable qu'il devienne un jour notre paysage scolaire ordinaire, une partie des analyses présentes dans cet ouvrage tente en effet à montrer que le caractère exceptionnel des projets d'EAC est un vecteur important d'adhésion des élèves et des enseignants. Nous ne perdons pas l'espoir de nouvelles terres. La déconstruction des mythes ordinaires de l'EAC ouvre à des regards croisés sur l'école, l'art et les politiques publiques, mais aussi la jeunesse puisqu'elle réintroduit les élèves, leur culture et leur goût au centre des problématiques. L'effort de description et d'analyse de ces malentendus au présent ouvre sans nul doute, au-delà même des murs de l'école ou des institutions culturelles, à de nouvelles questions éducatives pour l'avenir. Première partie, l'éducation artistique et culturelle saisie par les sciences sociales. De quoi l'EAC est-elle le nom ?
Quelques éclairages généalogiques. Alain Kerlan, Laboratoire Education Culture Politique, Université Lumière Lyon 2. On peut être profondément convaincu, et à divers titres, de la nécessité éducative de l'art, et s'avouer néanmoins perplexe devant la forme que prend aujourd'hui son déploiement sous l'appellation d'éducation artistique et culturelle, EAC, dubitatif quant à ce que recouvre ce sigle, EAC, qui lui tient lieu de bannière, et passablement circonspect face aux discours qui la promeuvent. Commençons donc par confesser ce malaise. Malaise dans l'EAC. Parmi ces perplexités, l'une des toutes premières tient précisément à cette conjonction jamais interrogée, mais donnée comme un allant de soi à la faveur d'une simple étiquette, de ce qui relève de l'art et de ce qui relève de la culture. Certes, on ne peut ignorer que notre trait national EAC procède d'une histoire à la fois politique et administrative, qu'elle porte la trace des oppositions et des compromis existant entre les visées des deux ministères, ministère de l'Éducation et ministère de la Culture, qui en ont la charge, mais on doit s'étonner de la promptitude avec laquelle est acceptée la dévolution d'un objet aussi bizarrement construit, sans que jamais cette construction ne soit interrogée, mise en perspective, pas même dans son historicité. D'un bout à l'autre, de haut en bas des appareils politiques et administratifs concernés, y compris à certains égards dans des travaux universitaires menés dans le champ de l'éducation et de la culture, l'entité EAC fait l'objet de diverses gloses et se prête à diverses études et déclinaisons, sans que jamais ne soit clairement posée la question à laquelle il conviendrait pourtant d'en venir. De quoi l'éducation artistique et culturelle est-elle au juste le nom ? Oui, cette question doit être posée. Elle relève de cette exigence épistémologique si bien analysée par Gaston Bachelard et que Pierre Bourdieu avait élevée à la hauteur d'une éthique de la recherche et de la pensée. La démarche scientifique commence par la construction de son objet, et donc par la déconstruction des formes dans lesquelles il est simplement donné. Elle relève tout autant d'une exigence philosophique. Philosopher, c'est en premier lieu se soucier de ne pas laisser les mots penser à notre place. Philosophiquement parlant, l'expression éducation artistique et culturelle fait bien d'emblée problème. Quel sens en effet peut-il y avoir à mettre ainsi dans le même sac l'art et la culture, quand précisément toute approche un peu rigoureuse commence par les distinguer, voire les opposer l'une et l'autre ? Le souci de la définition et de la distinction dans ce domaine n'est pas une simple profession de foi nominaliste, encore moins l'expression de cette naïveté formaliste qui feint de croire que le monde commence par des définitions, et qu'Auguste Comte qualifiait plaisamment de dogmatisme puéril. Il suffit de s'aventurer un peu sur ce terrain pour constater bien vite que la conjonction dans une même formulation des notions d'art et de culture recouvre sous son apparente évidence, sous sa neutralité toute administrative, des enjeux et des problématiques qui n'ont rien d'anodin. Pour s'en tenir à deux exemples, la distinction entre art et culture est ferme et de conséquence chez un Paul Audy dans son discours sur la légitimation actuelle de l'artiste. Commençant par poser que le monde de la culture n'est justement pas celui de la culture avec un grand C, et reprenant à son compte le verdict d'Horkheimer et d'Adorno à propos de l'industrie culturelle, l'auteur conclut que le culturel sous toutes ses formes vise en tout dernier ressort à faire l'apologie de la société, et en vient à opposer radicalement art et culture sur ce point. Il y a là, dit-il, comme un enjeu d'essence. L'art ne fait jamais l'apologie de la société, la culture, elle, la fait toujours. Le psychanalyste Daniel Sibony, de son côté, dans son ouvrage Création. Essai sur l'art contemporain, peut paraître plus mesuré, mais ne dit pas fondamentalement autre chose. La différence entre art et culture est évidente. La culture comprend tout ce qui célèbre le lien social. Elle contient donc le rapport collectif à l'art, mais aussi le rapport au voyage, à la mode, aux objets industriels, à la parole collective, etc. Donc il n'y a pas à identifier culture et art. On en conviendra, l'enjeu que masque et révèle tout à la fois l'appellation éducation artistique et culturelle, n'est pas mince, puisqu'il s'agit de la conception que l'on se fait du lien social et de la place et du rôle qu'on y assigne à l'art. La perplexité qu'on éprouve devant l'appellation consacrée dépasse alors le malaise épistémologique. Elle fait signe vers un malaise d'ordre politique, ou plus précisément elle déporte dans le champ de la philosophie politique, au moins en partie, la question dont nous disions qu'il fallait consentir à la poser. De quoi en effet l'éducation artistique et culturelle est-elle au juste le nom ?
dès lors que de la célébration du lien social à l'instrumentalisation sociale et politique de l'art la frontière est fragile et que la tentation de l'état esthétique, que dénonce Christian Ruby pourrait être comme inscrite dans l'objet lui-même? Ce déplacement de l'interrogation sur le terrain de la philosophie politique rejoint du coup une autre forme de perplexité, touchant cette fois au processus de mondialisation dont bénéficie l'éducation artistique et culturelle. J'avais eu pour ma part l'occasion de m'en préoccuper et d'exprimer cette interrogation dans un bref article rédigé à l'invitation de la Ligue de l'enseignement et de son journal Les idées en mouvement, suite au symposium européen et international de recherche consacré à l'évaluation des effets de l'éducation artistique et culturelle, et réuni au Centre Pompidou-Beaubourg en janvier 2007. En effet, si une certaine forme de franco-centrisme, notamment alimentée par l'importance de l'art et de la culture dans l'histoire et l'identité nationale, et emblématisée par la fameuse exception culturelle française, pouvait laisser croire que nos politiques éducatives occupaient nécessairement les premiers rangs du mouvement en faveur de l'art en éducation, force était de constater que le monde anglo-saxon y était bien plus et plus anciennement engagé. Surtout, la pluralité géographique des intervenants réunis à Beaubourg et des dispositifs d'éducation artistique et culturelle dont ils témoignaient, couvrant une très large part de la planète, depuis les Amériques du Nord et du Sud jusqu'à l'Extrême-Orient, en passant par l'Europe, l'Inde et l'Asie, rendait manifeste l'existence et l'expansion d'un processus de mondialisation largement porté par le monde anglo-saxon, sous l'égide notamment de l'UNESCO. C'est ainsi sous la bannière de l'UNESCO qu'une importante association internationale en la matière présentait son programme de mobilisation de l'art pour la paix dans le monde. Un dispositif dans lequel les enfants du monde entier, du Mexique au Japon, étaient invités à s'approprier et à décliner le célèbre Guernica de Pablo Picasso. Entreprise qu'on jugera bien naïve, mais néanmoins en phase avec un certain nombre de valeurs censées consensuelles et en vogue au sein des grandes institutions mondiales, telles le well-being. On peut en sourire ou s'en irriter, reste que ces constats méritent au moins qu'on s'étonne et s'interroge face à une manière de mondialisation de l'état esthétique, en quelque sorte parallèle à la mondialisation économique. L'EAC mondialisé, autre face de la mondialisation? Son supplément d'âme? Dans l'argumentaire éducatif et politique international en faveur de l'art, l'énoncé des grandes valeurs consensuelles voisine avec le souci des compétences relevant de ce qu'on appelait il n'y a guère le capital humain, souci qu'exprime le terme anglais impact, the impact of art and cultural education, plus directement que ne le fait le terme français effet, les effets de l'éducation artistique et culturelle. Ce voisinage, de surcroît le plus souvent promu dans le vocabulaire de l'innovation et du changement, donne quelque pertinence à cette question. Le soupçon grandissant d'une ambivalence constitutive voire même d'une contradiction potentielle inscrite dans l'EAC, nourrit une autre perplexité, celle qui concerne la généralisation. Elle est à l'ordre du jour, désormais inscrite dans la refondation de l'école et partie prenante de son socle commun. Elle ne peut qu'être voulue. L'éducation artistique et culturelle a bien pour ambition d'être l'éducation de tous, pour tous, et même de trouver sa place légitime dans une éducation de base, dans une éducation générale qui soit l'éducation de tous. Mais ce que nous voulons dans cette volonté d'une éducation artistique et culturelle pour tous, est-ce bien ce qui vient dans la forme et les contenus de la généralisation? Voulons-nous cette forme de généralisation consensuelle dont la mondialisation de l'éducation artistique et culturelle donne l'idée et l'esquisse? Voulons-nous les contenus selon lesquels cette généralisation s'opère? Et surtout, que signifie généraliser en cette matière si la généralisation ne semble avoir d'autre perspective que d'épouser les lignes d'un consensus dans lequel nous craignons que se perdent les raisons et les valeurs pour lesquelles nous voulons la généralisation? Et que pouvons-nous opposer à cette pente d'une généralisation dissolvante, qui soit fidèle tout à la fois à la visée originaire de l'éducation artistique et culturelle, et à celle de l'ambition de généralisation, à ce que nous voulons quand nous le voulons pour tous? On le voit, la problématique de la généralisation de l'EAC est loin de se limiter aux considérations de faisabilité, de moyens ou même de formation des enseignants auxquels on tend souvent à la réduire. La question, qu'est-ce que généraliser? En la matière, pose d'abord une question politique et non pas technique ou administrative.
Une question de philosophie politique, celle de la démocratie et de la démocratisation. Dire ce qu'on entend par généraliser, c'est aussi et nécessairement dire ce qu'on entend par démocratiser. L'éducation artistique et culturelle, une généalogie nécessaire. Nous voici donc à présent au pied du mur. Résolus, convaincus d'un authentique potentiel éducatif de l'art, mais passant de la perplexité suscitée par les formes effectives de sa mise en œuvre mondialisée et généralisée aux soupçons et au désarroi que ne manque pas de nourrir une légitime volonté de lucidité et d'analyse. Que faire dès lors ? Cette situation, cette ambivalence n'est pas sans rappeler celle dans laquelle notre modernité tardive et ses valeurs plongent bien souvent le philosophe. Pensons plus particulièrement ici aux analyses que Charles Taylor a consacrées aux valeurs de la modernité, et tout particulièrement à la morale de l'authenticité et à l'idéologie du développement de soi, pas seulement parce que cette valeur fait bien souvent pont entre l'éthique et l'esthétique, mais en raison de la démarche singulière que Taylor juge nécessaire de lui appliquer, faite tout à la fois d'adhésion et de mise à distance. Charles Taylor estime que l'idéologie du développement de soi doit être analysée comme une forme dégradée d'un idéal moral puissant, à l'œuvre dans l'idéal d'authenticité, si dégradé et si travesti qu'en soit l'expression. Selon lui, les critiques frontales comme celle d'Alan Bloom négligent la force morale de l'idéal de l'authenticité, et il lui oppose ce programme: comprendre la force morale qui se dissimule derrière ces idées d'accomplissement de soi, en ressaisir le noyau dur, dissiper l'obscurité qui s'est épaissie autour de lui. Je voudrais ici faire mien sinon ce programme, du moins le point de vue qui l'anime, et proposer de s'en inspirer pour l'appliquer à ce champ où sont également investies des valeurs essentielles de notre modernité et de ses idéaux moraux et politiques. Le champ de l'art et de l'esthétique, tout particulièrement dans ses implications éducatives. Là aussi se ressaisir du noyau dur, et tenter de dissiper l'obscurité, ou plus justement pour employer le langage de la communication, le bruit qui le recouvre. Dans le prolongement des analyses engagées dans l'art pour éduquer, la tentation esthétique, je considérerais donc l'éducation artistique et culturelle, notre EAC, comme la figure historique que prend aujourd'hui l'ambition éducative de l'art, d'une éducation par l'art, de ce que j'ai appelé le modèle esthétique de l'éducation, figure désormais enserrée, pour ne pas dire emprisonnée, dans le grand récit du changement, de l'innovation, de la modernisation, et même tout récemment dans le récit de la refondation. Une histoire, et d'abord une généalogie, une archéologie sont devenues nécessaires. Vaste chantier qu'il ne s'agit pas d'engager ici. Le propos ne visera qu'à en souligner la nécessité et à proposer quelques repères. Nécessité, parce que l'éducation artistique se trouve aujourd'hui dans une situation à bien des égards paradoxale. D'un côté, une politique éducative en voie de mondialisation ne cesse d'en célébrer l'importance et d'en convoquer les valeurs, d'y voir un recours éducatif majeur. De l'autre, cette même politique sous couvert d'évaluation ne cesse d'exiger que l'éducation artistique et culturelle fournisse les preuves chiffrées de son efficacité, tandis qu'en dépit des nombreuses études que génère cette injonction d'évaluation, les effets éducatifs de l'art demeurent difficilement démontrables. Tout semble se passer comme si le modèle esthétique de l'éducation s'obscurcissait à mesure qu'il se généralise. Se donner donc quelques repères, parce que pour expliquer ce paradoxe, la question de l'art en éducation doit être à la fois désenclavée du grand récit du changement et de la modernisation auquel elle se trouve aujourd'hui réduite, et rapportée aux véritables enjeux moraux et politiques qu'elle porte avec elle, aux valeurs d'émancipation dont elle procède et qui sont aujourd'hui comme dissoutes dans le prêt-à-porter consensuel. À entendre bien des discours politiques, pédagogiques, militants, la question et la préoccupation de l'art en éducation, de l'art pour éduquer, seraient des découvertes récentes et relevant de l'innovation, selon le terme consacré. Bien sûr, il n'en est rien, tout simplement parce que cette préoccupation est indissociable des interrogations qui portent sur la place et le rôle de l'art dans la cité, et qu'à ce titre, elle était déjà au cœur du plus connu sans doute des dialogues de Platon, La République, dans lequel les protagonistes, engagés dans la construction de la cité juste, s'interrogent sur l'éducation nécessaire pour y parvenir, et tout particulièrement sur la place qu'il faut y faire aux artistes. De ce point de vue, notre préoccupation naît avec la philosophie elle-même et peut se réclamer d'une longue histoire. Mais il faut bien le constater,
La mémoire philosophique et historique fait bien souvent défaut dans le discours ordinaire de l'EAC, comme elle fait d'ailleurs régulièrement défaut dans les choses de l'éducation. La conséquence de cette absence de mémoire est particulièrement fâcheuse et doublement fâcheuse. En premier lieu, elle prive la question de l'art en éducation de ses enracinements historiques, philosophiques, culturels, et du même coup conduit à en méconnaître l'épaisseur et l'importance politique, voire anthropologique. En second lieu, l'absence de mémoire condamne à la répétition et à la redécouverte souvent naïve de ce qui avait déjà été pensé, et parfois même autrement mieux pensé. Art et émancipation en éducation. Perspective généalogique. À certains égards, l'histoire nécessaire qui permettrait de donner sa pleine signification à l'EAC, qui permettrait de commencer à comprendre ce dont l'EAC est le nom, est entièrement à bâtir. Il ne suffit pas pour s'en acquitter, d'étudier par exemple, l'émergence et l'enchaînement des lois et décrets qui la concernent, ni même de suivre jusqu'à elle dans les programmes scolaires la place et les formes qui prend l'enseignement artistique. L'histoire nécessaire est ici une histoire qui procède à la construction théorique de son objet, une histoire nécessairement problématisée. La tâche est plus précisément d'ordre archéologique, ou généalogique, au sens qu'a donné à ces notions l'œuvre de Michel Foucault. Sans prétendre ici faire œuvre d'archéologue ou de généalogiste, ni se réclamer directement de la pensée et de la démarche de l'auteur de l'histoire de la folie à l'âge classique, de l'idée de généalogie on retiendra toutefois une exigence particulièrement fondée, s'agissant d'un objet aussi composite que l'est ce que recouvre l'appellation « éducation artistique et culturelle ». L'illusion historiciste voudrait y voir l'aboutissement d'une histoire unifiée, voire l'accomplissement d'une unique finalité ou intention. La mise en œuvre effective de la puissance éducative de l'art, ou plus prosaïquement parlant, la dernière avancée dans la marche en avant de l'histoire de l'enseignement artistique. Comparer ce qu'étaient, à partir de 1880, les visées d'une éducation artistique prenant pour les écoles l'emploi de la méthode géométrique d'Eugène Guillaume dans l'apprentissage du dessin aux objectifs aujourd'hui assignés à notre EAC, devrait suffire pour se défaire de cette illusion. La méthode généalogique s'oppose à la méthode historique en ceci qu'elle cherche à saisir la singularité des objets, événements ou pratiques qu'elle étudie, en dehors de toute projection finaliste. Entreprendre en ce sens l'étude généalogique de l'éducation artistique et culturelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.